Comme convenu, nous sommes en compagnie de Marielle de Sarnez. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais avant la pub, tu rentres de Gaza, tu étais en mission avec des parlementaires européens. Et vous n'avez pas pu rentrer par... Non, on a été en mission toute la semaine dernière donc, au Proche-Orient. On a passé une grande partie de la semaine en Israël, dans les territoires palestiniens, en Cisjordanie. Et puis, on voulait aller voir à Gaza ce qui se passe parce que notre mission, c'était fait pour voir ce que fait Israël et les territoires palestiniens de l'argent que l'Union européenne donne. Donc, c'était une mission de contrôle, au fond, hein, y a des fonds que nous allouons. Milliards 500 millions d'euros par an. On est le premier donateur constant nous, l'Union européenne, au Proche-Orient et dans les territoires palestiniens. Alors, hier soir, j'avais un géopoliticien qui me disait que cet argent était bien utilisé, en tout cas d'après lui, oui. puisque dans les territoires, effectivement, il disait, on a l'impression de voir une vie à nouveau, quoi. Oui, moi j'avais été en Cisjordanie en voyage officiel il y a 7 ans, j'ai vu une grande différence, c'est-à-dire qu'on va aujourd'hui en Cisjordanie, par exemple à Ramallah, on a le sentiment qu'économiquement ça vient un tout petit peu. La vie n'est pas simple là-bas, hein, parce qu'on a les checkpoints, questions de sécurité qui sont très très lourdes. Mais donc, on est allé à Gaza pour la même raison, puisque Gaza, il faut savoir que la population de Gaza dépend pour 80% de l'aide humanitaire internationale, donc notamment des donations du Parlement européen, enfin de l'Union européenne. Qui donne un par nous? Les États-Unis donnent un peu, les pays arabes donnent très peu. Les États du Golfe donnent très peu. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, il faut leur poser la question. Il faut que tu leur poses la question. Alors, j'ai le sentiment que le peuple de Gaza, personne ne va l'entendre parler, que le Hamas, c'est aussi à cause du Hamas ? Écoute, le Hamas, les Gazaouis, puisqu'on appelle comme ça les habitants de Gaza, tu as le sentiment que les États arabes regardent ça de loin et ne se préoccupent pas réellement de leur vie. Moi, j'ai toujours trouvé ça absolument incroyable qu'on soit le premier donateur de la région et que les États arabes ne donnent pas davantage, notamment à l'agence de l'ONU qui s'appelle l'UNRWA, qui est l'agence en charge des réfugiés palestiniens dans l'ensemble de la région. Il y en a 1 500 000 à Gaza, il y en a dans l'ensemble de la région. Et là, il y a quelque chose qui est étrange. Tu penses que les États du Golfe, c'est sous le conseil, je dirais, des États-Unis parce que le Hamas est soutenu par l'Iran, que ce sont des affaires de géopolitique comme ça. Hein, mais résultat des courses, on a un peuple, 1 500 000 personnes qui vit sur ce qu'on appelle cette bande de Gaza. Il faut savoir que c'est tout petit, hein, c'est minuscule, oui. 10 km de large, 45 km de long. Nous, on y est allé par le Caire, parce qu'Israël nous a interdit l'accès par Israël. Quand tu bien pars, que vous soyez les parlementaires, bien qu'on soit voyage une officiel mission officielle du Parlement européen. On n'a pas pu passer par les checkpoints israéliens, donc normalement tu as 2 heures de route de Jérusalem. Donc là on a dû prendre un avion de ligne régulier pour aller au Caire, prendre un bus du Caire pour aller à Rafah. Rafah c'est la frontière sud avec l'Égypte, là tu as 8 heures de route. Et puis à Rafah tu restes un certain temps parce que c'est un terminal important, c'est un terminal important et donc tu restes bloqué assez longtemps. Puis ensuite on est allé avec les véhicules de l'ONU et on est rentré dans Gaza. Et moi, c'est la première fois que j'allais à Gaza. La vie dans Gaza, c'est comment ? Ce que les gens te disent là-bas, c'est qu'ils survivent. Ils ne vivent pas, ils survivent. Parce qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur. Tu ne peux pas produire, je ne sais pas, cultiver tes tomates, cultiver des fleurs, cultiver des fraises. Avant, c'était le grenier d'Israël, hein, la bande de Gaza. C'était une terre extrêmement verte. Mais là, tu ne peux rien exporter. Et donc, tu vois des centaines de serres qui s'alignent comme ça sur le lointain, dans le sud de la bande de Gaza, sous lequel avant les colons israéliens cultivaient pour tout Israël. Et aujourd'hui, c'est voilà. À l'abandon. C'est à moitié à l'abandon, même plus de la moitié à l'abandon, parce que tu ne peux pas cultiver plus que ton petit marché local, puisque de toute façon, tu ne peux pas exporter. Comme tu ne peux pas pêcher, parce que tu n'as pas le droit de pêcher à plus de 4 ou 5 milles de la côte. Donc, tu ne peux pas aller pêcher non plus. Et donc, en fait, tu n'as pas d'économie officielle. Alors, tu as une économie souterraine, tu as un marché noir. C'est-à-dire que comme l'accès est complètement fermé du côté entre Israël et Gaza, le seul accès possible, ce sont les tunnels. Et donc, tu as des tunnels, entre guillemets, illégaux qui se sont creusés entre l'Égypte et la bande de Gaza, donc sous le terminal, sous Rafah, là, sur quelques mètres comme ça. Alors, ils sont à 10 mètres de profondeur, ou 20 mètres, ou 30 mètres. Tout passe dans les tunnels. Les animaux, les électroménagers, des commandes pour une maison. Et donc ça fait un trafic absolument illégal, c'est un marché noir. Évidemment, les prix sont infiniment plus chers. Les prix sont infiniment plus chers. Et qu'est-ce qui gagne de l'argent ? C'est le Hamas, puisqu'évidemment, il taxe tout ce qui rentre au marché noir. Le Hamas, au passage, prend de l'argent. Donc c'est pour ça que je pense que ce blocus est absolument contre-productif, si tu veux. Il n'est pas bon pour les habitants de Gaza,
qui ne vivent pas mais qui survivent. Je rajoute que tu as des coupures d'électricité 7 à 8 heures par jour, que tu n'as pas l'eau potable, dans la plupart des cas, que tu as des coupures de gaz, que les enfants vont peu à l'école, qu'il y a trop d'enfants par rapport au nombre d'écoles, qu'il faut donc aider l'ONU encore davantage de ce point de vue-là, que donc c'est le Hamas qui a l'argent qui revient sur le marché noir, et que les habitants de Gaza, ils veulent simplement, qu'est-ce qu'ils veulent? Mais c'est comme d'ailleurs les Israéliens. Ils veulent simplement vivre en paix. Oui, ils veulent travailler, ils veulent vivre de leur travail. Là, tu ne peux pas travailler et vivre de ton travail. Et puis, tu as aussi la question de la reconstruction, puisque tu as encore beaucoup de maisons, évidemment. Tout ce qui a été démoli n'est pas reconstruit, puisque Israël n'autorise pas, par exemple, les sacs de ciment à passer la frontière. Alors, tu as quelques sacs de ciment qui passent par les tunnels, mais par exemple, pour l'ONU, ils ne peuvent pas se servir par les tunnels, parce qu'évidemment, c'est illégal. Donc, tu as des écoles qui sont en attente de construction. Donc, aujourd'hui, on met des espèces d'algeco de chantier pour mettre les mômes dedans, par roulement, matin, après-midi, tellement il y a d'enfants, parce qu'on n'arrive pas à faire face aux besoins. Voilà, tout ça ne peut pas durer, tout ça n'a que trop duré. Est-ce que, justement, avec cet assaut de la flottille par l'armée israélienne, il y a l'espoir? Alors, je sais bien que l'ONU n'a pas brillé par son courage. Parce que moi, j'ai cet espoir, évidemment, chevillé au corps. Je me dis que là, il devrait y avoir l'Union européenne, les 27 États membres, les Américains devraient dire, écoutez, voilà, combien de morts va-t-il encore falloir attendre pour faire la paix? Et donc, on devrait parler à Israël, parler avec les Palestiniens et dire, écoutez, c'est peut-être le moment ou jamais. Mais quand je dis ça, je me rends compte aussi qu'au fond, c'est une situation... Finalement, moi j'ai une indignation devant ça. J'ai envie que ces peuples vivent en paix. Mais c'est une situation qui va à certains, quoi, qui leur va bien comme ça. Et donc je suis plutôt assez inquiète. Et qui va, quand tu dis à certains, les Américaines n'ont pas eu, j'ai pas eu le sentiment que les réactions américaines depuis 48 heures étaient extrêmement fortes ou lourdes à l'endroit d'Israël. J'ai pas eu le sentiment que la réaction égyptienne était lourde vis-à-vis d'Israël. Ouais. C'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que tu as le Hamas à Gaza. Et que, mais pour des raisons que j'entends absolument et que je comprends, l'Égypte, par exemple, ne veut pas de contact avec le Hamas. C'est pour ça que la frontière fermée, ça leur convient assez bien. C'est vrai que si on avait simplement une autorité palestinienne, ce serait plus simple. Donc on a aussi la question de la réconciliation des Palestiniens entre le Fatah et le Hamas. Et au fond, il y a deux forces divisées, avec une force, entre guillemets, terroriste, cela lisse en tous les cas comme telle. Et donc, c'est vrai que les Israéliens ont le droit de vivre dans la sécurité. Je le dis après quelque chose d'abominable qui s'est passé il y a 2 nuits, qui était une erreur de stratégie, je trouve, totale, qui a été faite pour des raisons de politique intérieure. Parce que ça n'a pas été fait pour d'autres raisons. Parce que c'était l'humanitaire dans ces bateaux. Et c'était donc extrêmement simple, par exemple, de passer un accord avec Chypre, de dire les bateaux arrivent, on vous demande, nous, Israël, aux douaniers chypriotes, de regarder ce qu'il y a dans les bateaux, de vérifier qu'il n'y avait pas d'armes, qu'il n'y avait rien de dangereux, et je comprends parfaitement ça, de valider les cargaisons des bateaux, et après on accepte que la cargaison vienne. Où était le problème? Le problème, c'est que ça rompt l'embargo. Voilà, et voilà. Mais l'embargo, il est contre-productif. Qu'est-ce que veut ce peuple? Il veut juste vivre en paix. Marielle, et de toute façon, Israéliens et Palestiniens, ils sont condamnés à s'entendre et à coexister. Je veux dire, Israël, elle a le droit à sa sécurité, c'est vital. Et les Palestiniens, ils doivent avoir le droit à avoir un avenir. C'est simple. Ça va paraître moins sérieux, mais je vais parler un peu de politique française parce que le temps est en train de s'écouler. Je vais commencer par la stratégie du MoDem. Donc, il semble que François Bayrou se recentre. En tout cas, il est beaucoup plus calme. Est-ce que c'est une volonté, un peu comme Ségolène d'ailleurs Tu sais, François Bayrou a été paradoxalement un des premiers à dire un certain nombre de choses sur la situation très lourde, par exemple, des déficits, des finances publiques, de la dette. Si tu te souviens, c'était tous ces sujets. Non, mais tous ces sujets sont maintenant dans les médias. Tous ces sujets sont maintenant aujourd'hui dans les médias, 3 ans après. Ouais. Et donc, quand lui, il voit ça, quand lui, il voit le temps qu'on a perdu aussi, parce qu'on aurait pu régler un peu les problèmes depuis 3 ans, on ne les a pas réglés, on les aurait réglés avant la crise, on aurait eu davantage de marge de manœuvre, on aurait décidé de les régler, ça aurait été mieux. Ça doit l'agacer, non? Non, ce n'est pas du tout le terme que j'utiliserais. Je pense qu'au contraire, il se sent dans la situation de crise dans laquelle nous sommes. Et là, on pense que peut-être les Français ne sont pas peut-être assez préparés à cette situation, qui est une situation difficile. On ne peut pas vivre éternellement avec la dette que nous avons. Tôt ou tard, il faudra payer. C'est comme ça. Donc ça ne sert à rien de se raconter des histoires. Eh bien, nous nous sentons, nous, co-responsables.
voilà, de cet avenir-là. Et nous pensons que l'avenir est difficile, que la crise est vraiment là et qu'elle va être là encore pire demain et qu'aucun responsable politique à lui seul ne détient la vérité absolue sur ce qu'il convient de faire. Et donc, on est dans une attitude de co-responsabilité ou de responsabilité, si tu veux. Et en même temps, nous sommes sur le fond, nous ne varions pas. Je veux dire, nous gardons l'intransigeance qui est la nôtre. Nous sommes sans concession sur les choses que nous pensons utiles pour le pays. Donc, mais tout ceci, Karl, ça nous permet de dire, là c'est bien quand le gouvernement fait telle chose, ou là nous sommes contre. Mais quand par exemple Raffarin récemment dit « Allez, François revient au bercail », etc., ça veut dire que au nom de cette union nationale... La question n'est pas le retour au bercail. Tu sais, on ne refait pas le chemin qu'on a fait. La vie n'est pas... C'est pas comme ça. Hein, c'est pas un film qu'on se passe en arrière. Je crois que nous avons peut-être une conception de politique publique ou de manière d'exercer le pouvoir qui sont différentes de ceux qui sont à l'UMP. Alors après, c'est vrai qu'il y a une famille centriste qui est explosée. Hein. Cette famille centriste, elle a choisi 3 chemins. Hein. Il y en a une partie qui a choisi le chemin de l'indépendance, dont je suis. Une partie, il ne faut jamais l'oublier, sont au centre-gauche et sont honnêtement divisés parce qu'il y a cette coupure droite-gauche. Et une autre partie a choisi le chemin de l'UMP. Bon, ben, il faudra probablement que cette famille un jour se reconstitue, mais ça ne peut se faire que dans l'indépendance par rapport au pouvoir. Hein. Ça, c'est très important pour nous. Marielle, malheureusement, on a trop parlé de Gaza, mais ça valait le coup, je ne regrette pas une seconde. Tu vois, on n'a même pas parlé des retraites, on n'a pas parlé du déficit. Tu reviendras parler des retraites. On n'a pas parlé de l'école. Oui, tu vois un peu. On a parlé de ce qui fait l'actu. Tu me réinviteras. Je te réinvite, Marielle, quand tu veux. Merci d'être venue sur le plateau de BFM. Rendez-vous demain, 20h30, pour le Sarko Info et un autre invité de prestige, évidemment. Merci.